Saint-Germain-en-Laye est une commune française située à 19 km à l'ouest de Paris, dans le département des Yvelines, en région Île-de-France. Elle a depuis le 1er janvier 2019, le statut de commune nouvelle, à la suite de l'absorption à cette date, de la commune de Fourqueux. L'histoire de la ville de Saint-Germain-en-Laye a été longtemps liée à la présence du château, qui fut une résidence régulière des rois de France, dont l'importance diminua néanmoins par suite de l'installation de Louis XIV à Versailles, et à la Forêt, ancien domaine de chasse royale. Au début du XXIe siècle, elle est le siège d'une sous-préfecture des Yvelines et est devenue une ville résidentielle recherchée, au caractère international marqué. Saint-Germain-en-Laye est célèbre pour ses châteaux, Château Vieux, vestiges du Château Neuf, Château d'Ennemont, sa terrasse, sa forêt, ses écoles, ses commerces et ses musées, musée d'archéologie nationale, musée du Prieuré, musée Claude Debussy. Saint-Germain est un agéotoponyme, qui trouve son origine dans la construction, par le roi des Francs Robert II le Pieux, 972-1031, d'un monastère dédié à Saint-Germain, probablement Saint-Germain de Paris, fondateur de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui vivait dans les parages au VIe siècle. La localité de Saint-Germain est attestée, sous la forme Locus Beati Germani, en 1073, puis Sanctus Germanus, en 1124, Sanctus Germanus in Leia, dès 1161. L'origine du déterminant complémentaire en Laye tient à sa situation dans l'ancienne forêt de Lida, qui couvrait toute la région. Le nom complet de Saint-Germain-en-Laye peut donc se comprendre comme Saint-Germain dans la forêt de Lida. La forêt de Laye, qui est dans le prolongement de celle d'Yvelines, commence à être attestée au IXe siècle, sous la forme Lida Silva, dans le polyptyque d'Irminon, puis Silva Cognemi Taledia. La forêt surnommée Laye, au XIe siècle, chez Elgo. Au cours de la Révolution française, la commune porte provisoirement le nom de Montagne Bonheur. Peu de vestiges préhistoriques, en dehors de quelques silex taillés trouvés sur le plateau d'Ennemont, dans la forêt de Laye, anciennement Lida, partie nord de la forêt d'Yvelines, qui elle-même était la partie nord de l'ancienne forêt des Carnutes, ou du diocèse de Chartres. Une voie gauloise suivait le rue de Buzeau, et dans la forêt, a été trouvée, en 1999, une monnaie gauloise, intitulée le cheval solaire, et le loup mangeur de lune. Une voie romaine montait sur le plateau, sur le tracé des rues Chenaper, Bergette et Gallieni, également président Roosevelt. Une tradition associe le roi Thierry III, au martyre de l'évêque Léger, dans la forêt d'Yvelines, et à la fondation par celui-ci, d'une ou plusieurs chapelles sous le vocable de Saint-Léger en Yvelines, ou Saint-Léger en Laye, édifiée en 668, par Childéric, et dédiée en 678, à Saint-Léger, en réparation du martyre. Les premiers lieux de peuplement franc attestés, se trouvent à Saint-Léger et Feuillancourt. Au 7e siècle, dans le vallon du rue de Buzeau, où apparaît le domaine de Feuillancourt, Villiolicor, Filioli Curtis, lieu de naissance de saint Hérambert, futur évêque de Toulouse, qui participe à la christianisation de la région, et où un cimetière mérovingien a été découvert, en 1925. En 845, l'expédition des Vikings menée par Ragnard, au Brévelu, pille les environs avant d'assiéger Paris. Selon son biographe Elgo, et selon la charte de son fils, Henri Ier, le roi Robert le Pieux, 996-1031, a fondé entre 996 et 1031, une abbaye, monasterium,
Abbatiole, dédié à saint Vincent, patron des vignerons, et à saint Germain de Paris in Silva Conominata Ledia, dans la forêt appelée Leie. Cette fondation a été confirmée et augmentée plusieurs fois, notamment des dîmes de Triel, des droits sur les vins de Poissy, et de la seigneurie de Charlevannes, située entre Reuil et Le Pec, avec sa chaussée qui allait jusqu'à la hauteur, où a été construite par la suite, le château neuf et la terrasse de Saint-Germain. Entre 1031 et 1060, Humbert, évêque de Paris, obtient du roi Henri Ier, des lettres patentes où toute l'origine et les possessions de cette petite abbaye, Abbatiole, sont rapportées et qui confie son gouvernement spirituel, aussi bien que temporel, au chapitre de l'église Notre-Dame, mais celui-ci n'est pas intéressé et la donne avant 1060, à l'abbaye bénédictine de Coulon, près de Nogent-le-Roi, qui en fait un prieuré et y envoie peu avant 1090, un premier prieur du nom d'Ulric. Le prieur Robert obtient du roi Louis le Gros, 1080 à 1137, une charte datée de 1124, dans laquelle il donne au prieuré les terres du village près de l'église, et confirme toutes les donations et privilèges antérieurs, notamment la seigneurie temporelle, avec haute justice criminelle. Il fit dresser des fourches patibulaires, au lieu où la route de Paris bifurque vers Mantes, et vers Poissy, près de Saint-Léger, où elles resteront jusqu'au XVIIe siècle, époque de leur déplacement plus loin. Vers 1124, le roi Louis VI, le Gros, fait construire un palatium, sur l'emplacement de la cour du château actuel, face au prieuré Saint-Germain. Le village commence à se développer à côté du prieuré, au XIIe siècle. On connaît le nom des premiers syndics ou procureurs, des habitants qui sont nommés par Roger, abbé de Coulon, entre 1119 et 1174, Aubry, puis son fils Raillé, Racherius. Le procureur fiscal était un sergent de justice, un percepteur domanial qui devait prêter l'hommage-lige à l'abbé. Le roi Philippe Auguste, 1179-1223, fait de nombreux séjours à Saint-Germain. En 1180, il nomme le premier concierge du château, et en 1209, il soutient Arnaud Larcher, Échanson et Écuyer, pour la fondation d'une maison-Dieu, c'est-à-dire d'un hôpital, qui sera achevé vers 1225. Il commence, peu avant de mourir en 1223, la construction d'une chapelle castrale dédiée à Notre-Dame. Blanche de Castille, qui gouverne comme régente de 1226 à 1236, fait ouvrir la route qui traverse en ligne droite la forêt entre Saint-Germain et Poissy, où elle donne naissance à son fils, le futur Saint-Louis. Arrivé à Saint-Germain, la route bifurque pour devenir la rue principale de la ville, appelée d'un côté rue de Poissy, et de l'autre, rue du Pec, après avoir été la rue du Vieux Marché. Louis IX, dit Saint-Louis, 1226-1270, agrandit le château et fait reconstruire la Sainte-Chapelle, qui est consacrée en 1238. Cet édifice, qui est le premier construit dans le style ogival rayonnant, est attribué à l'architecte de la basilique Saint-Denis, ou à Pierre de Montreuil, maître d'œuvre de la Sainte-Chapelle de Paris. En 1286, sous Philippe IV le Bel, 1285-1314, le village devient une prévôté, premier degré de la justice royale. Par une charte datée du mois de novembre 1305, Robert de Meudon se voit donner par le roi un mas, manse, maison, à Saint-Germain-en-Laye. Il y est qualifié de panetier du roi Philippe, titre qui lui était déjà donné avec celui de chevalier, dans une charte de 1294.
Dans une autre charte de l'an 1307, outre la qualité de grand panetier du roi, Robert de Meudon est dit concierge, conservateur, du château de Saint-Germain, et de la forêt de l'Aille. On sait, par leur tombe au prieuré d'Ennemont, qu'il eut comme successeur comme concierge, son fils Henri de Meudon, décédé en 1344, marié à Pernelle de Maussigny, son petit-fils Jean de Meudon 1381, marié à Mao-Flotte de Revel, son arrière-petit-fils, Jean II de Meudon, dit Bureau 1395, dont le fils en Charles Bureau, fut grand maître des eaux et forêts de France. En 1308, Dame Pernelle de Géry, qui avait été demoiselle d'honneur de la reine Isabelle d'Aragon, épouse de Philippe le Hardi, puis de la reine Jeanne de Navarre épouse de Philippe aussi le Bel, donne la maison à Ennemont qui lui avait été donnée avec des terres par Philippe III, afin de fonder un prieuré confié à l'ordre du Val des Écoliers. C'est la plus ancienne institution scolaire, publique, connue à Saint-Germain. Elle fait construire en 1304 sur la terre d'Ennemont qu'elle conservait, une église dédiée à la Vierge, et à Saint-Louis. La chapelle du château d'Ennemont, dédiée à saint Thibaut de Marly, abbé dévot de Cernay, membre de la famille de Montmorency, fut incorporée à la nouvelle église, et placée par la suite sous le vocable de Notre-Dame des Victoires, en souvenir de la bataille remportée en 1304, par Philippe le Bel sur les Flamands, à Mons-en-Pévèle. Elle avait 3 frères bénédictins: Robert, abbé de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, Simon, prieur de Sainte-Céline de Meaux, et Jean qui devint religieux du nouveau prieuré. Le 15 août 1346, lors de la chevauchée d'Édouard III, pendant la guerre de Cent Ans, le prince noir, fils du roi d'Angleterre Édouard III, qui occupa alors Poissy, prend la ville, la pille et la brûle, et incendie le château de Saint-Germain-en-Laye qui est détruit, à l'exception de la Sainte-Chapelle. 20 ans plus tard, sous Charles V, il sera reconstruit et transformé en forteresse par l'architecte Raymond du Temple. C'est une époque charnière, jusqu'au milieu du XIVe siècle. La résidence royale de Saint-Germain était appelée Domus, en latin, hostel, en français. Avec les travaux de Charles V, elle est qualifiée de chastel. En 1390, la forêt, le château et le village sont dévastés par une tempête. Le ciel qui était serein, s'obscurcit en peu de temps, l'espace d'une lieue seulement, qui faisait le tour du château et il survint une infinité d'éclairs et de coups de tonnerre. Le vent brisa toutes les fenêtres, et mit en morceaux tout le vitrage de la chapelle de la reine qu'il porta jusqu'au pied de l'autel. On fut obligé de cesser le chant pour finir plus tôt la messe, de crainte que le vent n'emportât la sainte hostie. Tout le monde se jeta par terre. Le conseil même cessa. Les plus grands arbres de la forêt furent arrachés, et on rapporta à la cour que le tonnerre était tombé entre Saint-Germain et Poissy, sur 4 officiers du roi, dont il avait consumé les os et le dedans du corps, en sorte qu'il ne leur resta que la peau, qui était noire comme du charbon. En 1415, le pays est de nouveau pillé ainsi que le château, qui sera finalement occupé par les Anglais, de 1417 à 1440. Louis XI, qui n'aimait guère la campagne et qui avait installé la cour au château de Plessis-les-Tours, fait don, en 1482, à Jacques Coitier, son premier médecin, des places, châteaux, prévôté et seigneurie de Saint-Germain-en-Laye. À la mort du roi, le Parlement cassa la donation faite par celui-ci, et rendit à la couronne la propriété aliénée. De la Renaissance au XVIIIe siècle, avec François Ier, qui épouse Claude de France dans la chapelle,
le 18 mai 1514. Ce furent selon les mémoires de Florange les noces les plus belles que vissent jamais, car il y avait 10 000 hommes, aussi richement vêtus que le roi, et le château de Saint-Germain-en-Laye devient la résidence favorite du roi. Le 24 janvier 1527, c'est le mariage de Marguerite d'Angoulême et d'Henri d'Albret, puis le 16 novembre, la naissance de leur fille Jeanne d'Albret. En 1539, François Ier confie à l'architecte Pierre Chambige la transformation du château et sa reconstruction dans le style Renaissance, tel qu'on le connaît actuellement depuis sa restauration au XIXe siècle. Pierre Chambige édifie également le château de la Muette dans la forêt. Le village, encore très rural, profitant du développement du commerce lié à la cour, s'agrandit et atteint environ 2500 habitants, à la fin de son règne. Henri II, né à Saint-Germain-en-Laye le 31 mars, devient roi en 1547. C'est cette même année que se situe l'épisode du coup de Jarnac au cours d'un duel qui se déroule sur l'esplanade du château, le 10 juillet 1547. Le nouveau roi entreprend la construction de la maison du théâtre de la Baignerie, connue par la suite sous le nom Châteauneuf, dont il charge le 11 février 1550, l'architecte Philibert Delorme. Les travaux sont commencés en 1559, mais la construction ne sera terminée que sous le règne d'Henri IV, vers 1600. Henri II installe une verrerie dans une maison située à l'angle des actuelles rues Henri IV et Saint-Louis, sur une partie de la caserne Gramont, qu'il donne à l'italien Teso Mutio, avec privilège de produire pour tout le royaume du verre Venise, c'est-à-dire du miroir. En 1558 il le naturalise, l'anoblit avec ses enfants, et l'agrège à la communauté des gentilshommes verriers. Le monopole de la manufacture de glace sera donné en 1665 par Colbert à Saint-Gobain, mais la verrerie de Saint-Germain est toujours en activité en 1672 et 1776, et donne son nom à la rue de la Verrerie, devenue rue Saint-Louis. Né à Saint-Germain, Charles IX donne l'édit de Saint-Germain qui accorde, le 17 janvier 1562, aux protestants la liberté de conscience, et une certaine liberté de culte. Le 8 août 1570, le traité de paix de Saint-Germain-en-Laye met fin à la Troisième Guerre de religion. Charles IX est né le 27 juin 1550 à Saint-Germain-en-Laye. En 1574, ne se croyant plus en sûreté à Paris, il s'y retire avec sa cour, mais sans sa mère Catherine de Médicis, qui ne veut plus y séjourner. En effet, un devin lui avait prédit en 1571 qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Il part alors s'installer à Vincennes, où il meurt d'une pleurésie, le 30 mai. En novembre 1583, Henri III convoque à Saint-Germain-en-Laye une assemblée des notables chargée de vérifier les titres d'exemption, et de réprimer les abus dans toutes les élections des pays de taille. En mars 1587, alors qu'il est en visite à Saint-Germain, Henri III faillit être enlevé par la faction de la Ligue catholique et du roi d'Espagne. Cette conspiration fut découverte et échoua. En 1599, Henri IV exempta les habitants de toute charge, privilège qui dura jusqu'en 1789. Le roi Louis XIII passe son enfance au château vieux de Saint-Germain. Plus tard, c'est au cours d'une partie de chasse, le 23 septembre 1617, qu'il découvre le site de Versailles où il se fait construire rapidement un rendez-vous de chasse. Le 21 mars 1624, le cardinal de Richelieu, Premier ministre, loue à Jean Bachelier une maison rue de la Verrerie, actuelle rue Saint-Louis,
où il séjournera aussi en 1630 et 1642. Il possède ensuite l'hôtel de Richelieu qui figure en 1702, sur le plan gravé par Armanus van Loon, et en 1704, sur celui de Nicolas de Fer, entre les rues de Lorraine et aux Vaches, l'actuelle rue de la République. Le 10 février 1638, Louis XIII signe à Saint-Germain-en-Laye les lettres patentes plaçant le royaume de France sous la protection de la très sainte et glorieuse Vierge Marie, vœu de Louis XIII. Le dimanche 5 septembre 1638, c'est la naissance très attendue de Louis Dieudonné, futur Louis XIV. Louis XIII s'éteint au Château Vieux le 14 mai 1643. Lors de la Fronde, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, la reine-mère, Anne d'Autriche, régentait le jeune Louis XIV qui n'a que 11 ans se réfugie précipitamment au Château Vieux de Saint-Germain. Il fait très froid, les fenêtres sont vétustes, le château délabré. La reine a beaucoup de mal à obtenir quelques réparations et du bois pour se chauffer, car le trésor est vide. Le duc de la Vieuville avait été nommé surintendant des finances en 1623, mais il abusa de sa situation pour se gorger d'or, et se mit tout le monde à dos par ses maladresses, et fut révoqué par le roi, puis emprisonné par Richelieu en 1624. Talleyrand des Réaux raconte que lorsque la Vieuville sortit de Saint-Germain, on lui fit faire un charivari épouvantable par tous les marmitons pour lui jouer, disait-on, un branle de sortie. Redevenu surintendant des finances, il meurt en 1653, et son successeur Fouquet se constitue une fortune immense, lui permettant de construire le somptueux château de Vaux. De 1661 à 1682, le roi Louis XIV passe une partie importante de son temps à Saint-Germain-en-Laye. Il fait aménager par André Le Nôtre des jardins à la française et la grande terrasse entre 1663 et 1680. Il fit également remodeler ses appartements dans le château vieux par le Brun et le Vaux. En 1680 commencent les travaux d'agrandissement du château, menés par Jules Hardouin-Mansart, par la construction de 5 pavillons d'angle qui lui donnent, selon certains historiens, un aspect bizarre et déplaisant. Le bourg se développe à cette époque et sa population atteint 12 000 habitants, en 1680. Madame de Montespan y fait construire l'hôpital général royal ainsi que le couvent des Ursulines. Les nobles font bâtir de nombreux hôtels particuliers dont beaucoup existent encore de nos jours. Il fait également construire le camp militaire Saint-Sébastien dans la plaine alluviale d'Acher. L'église, brûlée en 1346, rebâtie depuis, réparée par Charles IX, en 1562, agrandie en 1677, s'écroula en 1681. Louis XIV ordonna d'en rebâtir une nouvelle, qui fut achevée en 1683. Le 20 avril 1682, avant même que les travaux d'agrandissement du château de Saint-Germain soient terminés, la cour part définitivement pour Versailles. Saint-Germain-en-Laye connaît alors une phase de déclin prolongé malgré le séjour du roi de Grande-Bretagne Jacques II, cousin germain de Louis XIV, qui vit en exil au château, de 1689 à sa mort, en 1701. Sa veuve, Marie de Modène continue à y vivre tandis que son fils, Jacques-Édouard rejoint la Lorraine au décès du roi Soleil en 1715. C'est de là qu'il lancera sa première tentative de restauration du trône des Stuarts, avant de se réfugier en Avignon avec ses partisans, les Jacobites. En 1698, une nouvelle tempête s'abat sur Saint-Germain et sa région. Au XVIIIe siècle, les ducs de Noailles sont gouverneurs de Saint-Germain-en-Laye.
de 1701 à 1793, successivement, Anne-Jules, puis Adrien Maurice, son fils et Louis, duc d'Ayen son petit-fils, sont gouverneurs de Saint-Germain. Leur demeure, l'hôtel de Noailles, œuvre de Jules Hardouin-Mansart, avec son parc de 42 hectares, est somptueuse. En 1713, une nouvelle tempête s'abat sur Saint-Germain et sa région. En 1739, une autre tempête dévaste Saint-Germain et sa région. En 1770, le roi crée un bureau de recommandaresse pour s'occuper de placer les enfants chez des nourrissons. La recommandaresse est nommée par le gouverneur sur proposition du prévôt après enquête et examen du juge. Elle doit tenir 4 registres. En 1777, le roi Louis XVI fait don du Châteauneuf, en mauvais état, à son frère Charles, comte d'Artois, le futur Charles X. Celui-ci le fait démolir avec l'intention de le reconstruire entièrement. En mars 1787, un édit de Louis XVI qui crée les municipalités, dirigées par un syndic, sein de l'élection de Paris en 2 départements ayant pour chef-lieu Corbeil, et Saint-Germain-en-Laye, qui est aussi le siège d'un arrondissement. Sous la Révolution, la commune connaît un net déclin démographique, perdant un tiers de sa population, tant du fait d'un solde naturel négatif, que du départ de nombreux habitants. Au recensement de 1800, la ville ne compte plus que 8 954 habitants. En janvier 1790, création des 83 départements. Versailles, qui offre l'avantage de disposer de vastes bâtiments inoccupés, est choisi comme chef-lieu du nouveau département de Seine-et-Oise, nouvellement créé, comportant les actuels départements de Seine-Saint-Denis, 93, des Hauts-de-Seine, 92, et des Yvelines, 78. Saint-Germain est le chef-lieu d'un district composé de 7 cantons et 265 communes, et le siège d'un tribunal de première instance, loi du 26 février 1791. Les districts sont supprimés en 1795 et lors de la création des arrondissements, loi du 28 Pluviôse-en-Villy, Saint-Germain est ramené au rôle d'un chef-lieu de canton, ce qu'elle restera jusqu'en 1962. En février 1790, les élections municipales deviennent doublement censitaires, les femmes ne peuvent plus être électeurs, ni les hommes âgés de moins de 25 ans qui ne paient pas au moins une contribution d'au moins 3 jours de salaire. Pour être éligible, il faut être imposé au moins de 50 livres ou un marc d'argent. Le premier maire, Georges Laurent Caillet, ancien officier de la Reine, est élu avec 599 voix sur 891 votants. En 1793, le maire élu est destitué et remplacé sans élection par Charles Huron. Le 24 octobre devient le premier jour du second mois de la République, le mot bourgeois est remplacé par celui de citoyen. Le port d'un bonnet rouge, bonnet phrygien, devient obligatoire pour siéger au Conseil. Le 24 Frimaire, les conseillers doivent se tutoyer. Le 11 Brumaire en 1er novembre 1793, un décret de la Convention rebaptise la ville qui prend le nom de Montagne du Bon-Air. Le 18 Nivôse en 7 janvier 1794, la commune de Saint-Léger-en-Laye, qui s'étend dans la vallée du Rudebuseau, au sud de la ville, est absorbée par celle de Saint-Germain-en-Laye. Le couvent des Récollets, puis le premier étage du château sont transformés en prison où sont enfermés une soixantaine d'accusés en vertu de la loi des suspects, parmi lesquels Rouget de Lille. Les instituteurs et les institutrices reçoivent un catéchisme républicain avec 10 commandements, et avec leurs élèves ils doivent prêter serment.
pour la conservation des Lumières, au progrès de la morale et de la philosophie, de se tenir prêt à combattre les ennemis de la Constitution de l'an 2 de la République. Les noms sont changés, la rue Saint-Christophe devient rue de la Liberté, la rue des Ursulines devient rue de l'Égalité, la place Royale devient place de la Révolution, les noms des jours de la semaine sont remplacés, la halle ouvre désormais le midi et le sextidi au lieu du lundi et du jeudi, la semaine de 10 jours et la suppression des fêtes religieuses fait perdre aux travailleurs 30 jours de repos payés par an. Les églises sont fermées le 5 Frimaire, 26 novembre 1793, et tout l'or et l'argent de leurs ornements est envoyé à Paris. Le 19 Brumaire, les statues des saints et de la Vierge doivent être enlevées des façades des immeubles. Les officiers de l'état civil arrivent à convaincre 14% des parents à faire preuve de civisme en donnant à leurs enfants des noms de fleurs, de vertus, de héros, Marat, Voltaire, Jean-Jacques, Platon. La disette s'accroît, tout manque, le blé, la viande, le vin, la chandelle, le bois de chauffage, le savon. La vente des biens nationaux s'accélère. Tout est bradé par des fonctionnaires corrompus à des bourgeois spéculateurs et accapareurs, ceux des églises Saint-Léger et des Récollets, les démolissent pour revendre les matériaux. Charles Gouy, ancien concierge du château, achète le terrain du Boulingrin qu'il revend par lot. Pierre-Antoine Bézuchet, mercier de Paris, achète la totalité du domaine de Noailles, une partie du Château-Neuf, l'hôtel d'Harcourt, et l'hospice des vieillards qui sont contraints de vider les lieux. Il meurt en 1823, en laissant une fortune de 1 800 000 francs. 1795, ouverture par Madame Campan de l'Institut national de Saint-Germain, maison d'éducation pour jeunes filles. Le 17 juillet 1793, une tempête dévaste à nouveau Saint-Germain et sa région. Saint-Germain était une ville fermée, on y entrait par cette barrière d'octroi. La ville reste divisée en 4 quartiers séparés, par les axes formés d'une part par les rues de Paris et de Poissy, d'autre part les rues de Mareil, Aupin et de Pontoise. Il y a en outre plusieurs faubourgs, Saint-Léger, les Feuillantines. Sous l'Empire, le château vieux est réparé pour y former une école de cavalerie. Il accueille l'école spéciale militaire de cavalerie qui est ouverte le 15 octobre 1809 et fusionnée en 1914, avec l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. En 1811, c'est la création de la maison d'éducation de la Légion d'honneur des loges, voulue par Napoléon. La ville est occupée en 1814 et 1815 par les troupes alliées, russes, prussiennes et britanniques, qui ont vaincu Napoléon. Elle est soumise à des réquisitions et des contributions de guerre, et doit loger près de 10 000 soldats. Le 24 août 1837, première circulation sur la ligne de chemin de fer Paris, à Saint-Germain, première ligne ouverte au service des voyageurs en France, qui est en fait limitée au débarcadère du Pec près du pont sur la Seine. Son prolongement jusqu'à Saint-Germain-en-Laye n'est réalisé qu'en avril 1847, pour vaincre la dénivellation entre le Pec et Saint-Germain, qui impose une rampe atteignant 35 mm par mètre. On fait appel au chemin de fer atmosphérique. Le vide est fait dans un tube dans lequel se déplace un piston solidaire du wagon directeur, ce qui permet littéralement d'aspirer le train en haut de la côte. La descente se fait par gravité. L'implantation de la gare sur la place du château bouleverse le jardin créé par le nôtre. De 1836 à 1855, le château est transformé en pénitencier militaire. Le 8 mars 1862,
Un décret impérial acte la création dans le château d'un musée des antiquités celtiques et gallo-romaines, renommé plus tard Musée des Antiquités Nationales, puis récemment Musée d'Archéologie Nationale. À cet effet, le château est classé monument historique le 8 avril 1863 et les premiers travaux de rénovation sont engagés par l'architecte Eugène Millet, élève de Viollet-le-Duc. Les premières salles du musée sont inaugurées par Napoléon III, le 18 mai 1867. La restauration entreprise par Millet, outre une profonde restructuration des espaces intérieurs, restitue le château dans son état Renaissance, en détruisant les pavillons ajoutés par Mansart à la fin du XVIIe siècle. Les travaux ne s'achèvent qu'au début du XXe siècle. Lors de la guerre franco-allemande de 1870, la ville de Saint-Germain-en-Laye est occupée par une partie de la brigade des Uhlans, de la garde prussienne, durant 175 jours, du 20 septembre 1870, au 12 mars 1871. La ville et la population sont à nouveau soumises à de lourdes réquisitions. Saint-Germain a son martyr, le facteur Armand Brard, pris par les Prussiens alors qu'ils transportaient des dépêches à travers leurs lignes, supplicié à coups de fouet dans la forêt de Saint-Germain, incarcéré à Versailles. Il s'évade et est fusillé en février 1871, alors qu'il tentait de traverser la Seine à la nage. Le tramway au début du XXe siècle, alors qu'il était tracté par de petites locomotives à vapeur. En 1871, lors de la Commune de Paris, de nombreux Parisiens viennent se réfugier à Saint-Germain dont la population augmente sensiblement. En 1877, Adolphe Thiers, premier président de la Troisième République, dont la santé déclinait et qui avait l'habitude de fréquenter Saint-Germain-en-Laye, s'installe à l'hôtel du pavillon Henri IV le 22 août pour se reposer. Son état de santé s'aggrave brusquement le 3 septembre et il meurt le jour même. Une statue de Thiers est érigée en 1880, sur la place du château. Elle sera détruite sous l'occupation en 1941. Le 16 mai 1890, la ligne du tramway de Paris, à Saint-Germain, est mise en service. Cette ligne de 18 km 700, attraction à vapeur, relie le château à la place de l'Étoile via Rueil-Malmaison, et le pont de Neuilly, en 1h30 environ. La ligne est électrifiée en 1912, avant d'être incorporée en 1921 dans le réseau de la Société des Transports en commun de la région parisienne, dont elle devient la ligne numéro 58. Ce tramway sera finalement remplacé par des autobus à partir du 21 janvier 1935. En 1896 une nouvelle ligne de tramway relie Saint-Germain à Poissy, 5,7 km. Ligne transférée en 1911, à la Compagnie des chemins de fer de grande banlieue, CGB, puis a fermé en 1927 à la SRCRP. Cédée à la Société Générale des Chemins de Fer Économiques, le 1er janvier 1933, la ligne est finalement fermée à l'exploitation le 31 décembre de la même année. En 1904 est fondé le Stade Saint-Germanois, club omnisport dont la section football sera à l'origine en 1970, du Paris Saint-Germain Football Club. Le 1er janvier 1912, est mise en service la ligne de la CGB entre Saint-Germain et Meulan. Cette ligne à écartement de 1,44 m a fonctionné jusqu'au 30 juin 1948. Pendant la Première Guerre mondiale, Saint-Germain-en-Laye, bien qu'incluse dans le périmètre du camp retranché de Paris, n'est pas affectée directement par les combats. Le 21 mars 1915, quelques bombes, lancées par des Zeppelins, visant le viaduc de la ligne de Grande Ceinture,
tombent sans provoquer de victimes. Dès 1914, des trains militaires venant directement du front sont reçus en gare de Saint-Germain-Grande-Ceinture. En 1917, la gare de triage d'Acher est agrandie pour recevoir les trains de permissionnaires ou de blessés. La ville est très affectée par la guerre comme la plupart des communes françaises. Elle perd 720 soldats dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts, soit 3,9% de sa population de 1914. Le monument aux morts, œuvre de l'architecte saint-germanois Jacques Carlu, est inauguré le 24 septembre 1922. Financé grâce à une souscription publique, il remplace un premier cénotaphe érigé en 1919. Le 10 septembre 1919, le traité de Saint-Germain, pendant du traité de Versailles avec l'Allemagne, est signé dans une salle du château. Ce traité établit la paix entre les Alliés et l'Autriche, et consacre l'effondrement de la monarchie austro-hongroise. Dans les années 1930, la ville est frappée par la crise économique, le nombre de chômeurs s'accroît sensiblement passant d'une centaine à 500 environ en 1932. Cette crise se produit dans un contexte de crise démographique. Le solde naturel est négatif pendant la première moitié du XXe siècle, et la population stagne, autour de 20 000 et 22 000 habitants, de 1920 à 1940. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville est à nouveau occupée par l'armée allemande, du 14 juin 1940 au 25 août 1944. Au début du mois de juin 1940, c'est l'exode qui vide littéralement la ville. Le 15 juin, il ne reste plus que 5 000 habitants. Cependant la plupart des fuyards reviennent au cours de l'été. L'état-major du grand quartier général allemand pour la zone occupée s'installe au pavillon Henri IV, tandis que de nombreux autres services de l'armée d'occupation s'installent en ville. L'emplacement est en effet idéal, proche de Paris, en hauteur, agréable et disposant de nombreuses résidences, dont le quart, 500 maisons et immeubles, 276 logements chez des particuliers, seront réquisitionnés pour l'occasion. L'hôtel Géoffre de Chabrignac, lycée de jeunes filles, école Saint-Hérambert, école normale de jeunes filles, hôpital, château d'Ennemont et Saint-Léger. Le château est cependant négligé car trop exposé. Mission confiée à son état-major par le colonel général von Rundstedt, préparer l'opération du débarquement allemand en Grande-Bretagne. Saint-Germain-en-Laye devient ensuite le siège de l'Oberwest, commandement des forces allemandes de la Norvège à Biarritz. Les Alliés ayant tenté de bombarder le pavillon Henri IV, le 3 mars 1942, et détruit à cette occasion tout un quartier du PEC, l'occupant lance la construction d'une douzaine de bunkers par des ouvriers réquisitionnés pour l'organisation Todt, en particulier des bunkers enterrés destinés au commandement. C'est de là que le feld-maréchal Gerd von Rundstedt tente, le 6 juin 1944, de s'opposer au débarquement. Le plus visible, d'une surface de 135 mètres carrés, est celui situé dans les jardins du château. Le plus vaste, non visible, se trouve en retrait de la rue Félicien-David, sous 2 mètres de béton, comptant 60 pièces, sur 1200 mètres carrés et 3 étages. Il était le plus moderne et le mieux équipé et ses alentours sécurisés. Von Rundstedt y avait une chambre lambrisée. Les autres bunkers se trouvent au centre de la cité Médicis, 4 et 12 rue Félicien-David, rue Saint-Louis, quartier Grémont, dans le jardin du collège Marcel Roby, 31 rue Alexandre Dumas, Villa David, 25 bis rue Alexandre Dumas, au mur des Lions, en contrebas du pavillon Henri IV, au 13 rue des Monts-Grevet,
une tourelle de tir, et aussi bis, 10 terre et 13 boulevard Victor Hugo, à l'école Saint-Hérambert et dans la forêt. 16 des 22 bunkers sont toujours debout, au milieu d'espaces verts, de bâtiments publics et de propriétés privées. Ils sont pour la plupart délabrés et fermés au public, bien que sur l'un d'eux une maison ait été construite. En mai et juin 1944, la commune subit de nombreux bombardements alliés. Sont particulièrement visées les infrastructures de transport, le pont du Pec, tout proche, le viaduc Saint-Léger sur la Grande Ceinture, la gare de Saint-Germain Grande Ceinture et surtout les installations du triage d'Acher dans la forêt. Les Alliés ne semblent pas avoir visé le réseau de bunkers du commandement allemand. Les Allemands se replient sans utiliser les nombreuses fortifications qu'ils avaient construites pour se défendre d'une éventuelle attaque, et Saint-Germain-en-Laye est libéré, le 25 août 1944. En 1954, le grand quartier général des forces américaines en Europe, United States European Command, USCOM, s'installe au camp des Loges. À cette occasion, un ensemble de 261 logements, appelé Village Chep, est construit dans le domaine du château d'Ennemont par l'architecte Jean Dubuisson. Le grand quartier général quitte Saint-Germain le 5 février 1967 lorsque le général de Gaulle décide de quitter le commandement intégré de l'OTAN. Dans les années 1950, la route nationale 13 reliant Paris à la Normandie, qui traversait le centre-ville, est déviée par le sud dans le vallon du rue de Buzeau. Cette déviation, qui soulève beaucoup de critiques, car elle est accusée de séparer la ville en deux, est achevée en 1959. Les armes de Saint-Germain-en-Laye se blasonnent ainsi. D'azur, au berceau semé de fleurs de lys, accompagné en chef, d'une fleur de lys, et en pointe, de cette date, 5 septembre 1638, le tout d'or.